je l'ai noté. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette table ronde de l'après-midi. Je me présente, donc je suis Christian Chavagneux, je suis éditorialiste à Alternative Économique. Très heureux de revenir dans ce magnifique amphithéâtre du Conseil économique, social et environnemental. J'avoue que, il y a Pierre-Pascal Boulanger qui passe juste devant moi, j'avoue que quand je lui ai proposé de faire une table ronde sur l'intelligence artificielle et ChatGPT, je ne pensais pas qu'on serait autant dans l'actualité cette semaine. Vous avez vu que l'Italie, chère à Antonio Casilli, a décidé de suspendre temporairement l'accès à cette IA grand public pour des raisons de gestion des données personnelles. On nous a dit que beaucoup de pays européens pourraient peut-être suivre, et éventuellement la France. Le ministre nous a dit hier soir ou ce matin, je ne sais plus, que finalement la France, non, ne suivrait pas. On a eu cette étude de Goldman Sachs nous disant que 300 millions d'emplois pouvaient être perdus à cause de ces IA au niveau mondial. Et puis cette fameuse lettre de scientifiques, entre guillemets, avec quelques entrepreneurs, dont l'inénarrable Elon Musk, demandant de faire une pause pour cette intelligence, pour le développement de cette intelligence artificielle. Donc on est vraiment en plein cœur de l'actualité. Pour ma part, je terminerai avec une petite anecdote. Il y a un utilisateur de ChatGPT qui lui a dit « Raconte-moi un beau mensonge ». Et donc ChatGPT a dit le ciel est fait avec du fromage frais. Alors il dit non, ça personne n'y croit. Donne-moi vraiment un mensonge très subtil. Et là, l'IA a clignoté et a dit je suis un être humain. Ce qui est plutôt amusant. On va en parler cet après-midi. Est-ce qu'il faut avoir peur ? Est-ce qu'il faut encourager ? Est-ce qu'on va avoir besoin ? Est-ce qu'on ne pourra pas se passer de ces intelligences artificielles ? Il y a des craintes sur l'emploi. J'ai rappelé l'étude de Goldman Sachs. Il y a des craintes en termes de social, en termes d'inégalité. Il y a ceux qui vont avoir accès aux dernières versions et à la multitude d'applications qui va autour de ces intelligences artificielles. Ceux qui n'auront pas accès. Il y a ceux qui vont vendre ces intelligences artificielles, qui vont récupérer une bonne partie ou pas de la valeur ajoutée du reste de l'économie. Il met aussi des craintes politiques, mais aussi des craintes même civilisationnelles. Est-ce que ces IA vont finir par nous remplacer ? Je me rappelle d'un livre d'un chercheur américain sur ces sujets qui était sorti il y a très longtemps, qui avait dit il y a des erreurs à ne pas commettre face à cette question, c'est de dire ça va se passer bientôt et ça ne va jamais se passer. Donc je suis très content d'avoir réussi à réunir ce plateau de haute qualité cet après-midi. Ce sont 3 grands spécialistes reconnus du sujet, des IA en général, ChatGPT en particulier, mais l'intelligence artificielle en général. Je vous les présente par ordre alphabétique. Donc Antonio Casilli au milieu, qui est professeur de sociologie à Télécom Paris. Il a publié En attendant les robots, une enquête sur le travail du clic, donc on en parlait tout à l'heure. C'est une trilogie. Donc là, vous avez eu les robots aujourd'hui. La prochaine fois, vous aurez le prequel. Qu'est-ce qui s'est passé avant les robots d'aujourd'hui ? Donc on attend ça avec impatience. Il va falloir être patient, c'est pas pour tout de suite. Laurence de Villers, qui est professeur d'informatique appliquée aux sciences sociales à la Sorbonne. L'un de ses multiples ouvrages s'intitule « Les robots émotionnels » aux éditions de l'Observatoire. Elle a même travaillé sur une pièce de théâtre autour de ces sujets qui sera en off à Avignon au mois de juillet. Donc voilà, c'est aussi une façon pédagogique de pouvoir avoir accès à ces sujets qui peuvent paraître un peu techniques, scientifiques, difficiles. Et puis Tariq Krim, qui est un entrepreneur de la tech. Pour ceux qui connaissent, c'est le fondateur de NetVibes. Il a été l'un des vice-présidents du Conseil national du numérique. Il anime et co-anime le réseau Slow Web. Donc peut-être qu'il nous en dira un petit mot. Et pour ceux qui sont intéressés, son blog est nourri régulièrement, qui s'appelle Code Souverain. Et donc, quand vous êtes entrepreneur, Tariq Krim, j'ai envie de vous donner la parole en premier. Donc, finalement, vous n'êtes pas un peu jaloux ? Vous n'auriez pas voulu avoir... vous ne voudriez pas être Sam Altman, avoir inventé OpenAI, avoir développé ces intelligences artificielles ? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous faire du bien ? C'est quelque chose qui est bien ? C'est le signe de notre esprit entrepreneurial, ou est-ce qu'il faut un peu s'en méfier ? Bon, déjà, tout d'abord, je suis très heureux d'être là. Je vois qu'on a une audience, ça va être très intéressant parce que je pense qu'on a aussi un besoin de pédagogie. Et le premier des besoins de pédagogie, c'est les gens qui tout seuls dans leur coin inventent un truc, ça n'existe pas.
c'est que dans les films. En général, et donc ce n'est pas Sam Altman qui a inventé OpenAI, c'est même pas lui qui a inventé ChatGPT. Les technologies, on en parlera tout à l'heure, mais les technologies de ChatGPT, c'est Google qui les a inventées. Donc, il faut faire attention parce que dans le monde de la technologie, on nous donne toujours ces mythes de la personne seule dans un coin qui invente une chose incroyable et du jour au lendemain, ça marche. Ça n'est jamais comme ça. Moi, en fait, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un amour de jeunesse. C'est d'ailleurs assez drôle parce que finalement, c'est 3 femmes à différents moments qui m'ont fait aimer cette discipline. La première qui s'appelle Bonnie McBird, qui était la femme de Alan Kay, qui a fait le scénario d'un film qui s'appelait Tron. Et Tron, c'est un peu, pour ma génération, ce que Matrix a été pour d'autres plus tard. Il y a eu un avant et après. Et là, on rentrait à l'intérieur d'un ordinateur. C'est la première fois qu'on comprenait qu'il allait se passer quelque chose de merveilleux. Et donc, évidemment, j'ai tombé tout de suite complètement fou de ça. J'ai arrêté mon autre passion, mis en veille mon autre passion qui était la musique. Au départ, je voulais être un historien, et puis finalement, je me suis retrouvé à bidouiller les machines. Il y avait aussi Sheryl Turkle qui m'a fait comprendre à travers ces différents livres que la relation avec la machine et l'être humain allait être quelque chose de très important. Et puis, une autre femme qui s'appelle Patty Maes, qui a été la première, en fait, la première, en tout cas pour moi, à travailler sur les premiers types d'intelligence artificielle. Au départ, avant ChatGPT, la première vraie révolution, ça a été la capacité d'organiser les contenus, ce qu'on appelle le ranking. Et c'est d'ailleurs la force de Google, c'est vous tapez un mot-clé, qui doit être en premier, qui doit être en dernier, et en fonction de ça, votre génération n'a pas connu l'époque où on allait sur le web et on devait connaître par cœur les adresses. Il y a eu même une époque où on avait des bottins téléphoniques et on connaissait les numéros de téléphone par cœur. Ça, c'était avant qu'on ait son téléphone. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été autour de moi et qui a évidemment, à un moment donné, j'ai voulu être un peu sérieux et voulu faire des études plus poussées là-dessus. Et le prof que j'ai eu m'a dit « Non, mais l'IA, c'est mort. Il faut faire autre chose. » C'était dans les années 90. Et donc, j'ai fait autre chose. Je suis parti, j'ai pris l'avion et je suis allé à San Francisco, en Californie, dans ce qu'on appelle maintenant la Silicon Valley. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que tous les gens qui se passionnaient pour les technologies, qui me passionnaient depuis tout jeune, étaient là-bas. C'est là qu'était Steve Jobs, c'est là qu'étaient tous les... Et donc, ça a, d'une certaine manière, façonné ma vision. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle et quand on parle d'informatique, alors c'est vrai que c'est un terme qui est un peu devenu, qui est plus vraiment à la mode, mais ça reste quand même des technologies autour de l'ordinateur et l'informatique. Il y a toujours eu 2 visions différentes. C'est un peu dans les années 60 que ça s'est organisé. Il y a quelqu'un qui a été, pour moi, très important, qui s'appelle Doug Engelbart. C'est la personne qui a inventé la souris, qui a inventé l'informatique moderne, qui disait « L'ordinateur va servir à améliorer la créativité de l'homme. » C'est Steve Jobs qui le dit le mieux. Il a dit un jour « L'ordinateur, c'est le vélo pour l'esprit. » Vous savez, quand on prend un vélo, on peut aller très très vite. Et ça dit c'est l'équivalent d'un vélo pour l'esprit. C'est-à-dire que soudain, on peut faire plein de choses. Et de l'autre côté, il y avait un des pères de l'informatique qui était John McCarthy, pour qui, à un moment donné, la machine allait remplacer l'homme. Et donc, vous aviez toujours ces 2 visions. L'outil va nous permettre de faire plus de choses. Et les gens qui disaient, mais non, mais demain, l'outil va nous remplacer. Le problème, c'est pendant des années, les gens qui espéraient que la technologie nous remplace, il n'y avait pas de produit qui marchait. Et l'équivalent, je dirais, le point culminant de la génération de Doug Engelbart, donc de l'outil qui va nous aider, c'est l'iPhone. Mais curieusement, à vouloir nous aider, à vouloir trop simplifier, l'iPhone est un peu devenu une forme de prison, parce que finalement, on a des boutons, on clique, et on ne peut plus rien faire. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ça marche. On pourrait croire que ça pousse dans les arbres, on ouvre la boîte, on appuie sur le bouton, ça s'allume, et tout est prêt. Et face à ça, on a effectivement des nouveaux outils comme ChatGPT, qui sont des outils qui nous donnent le sentiment, en
En tout cas, moi, je ne sais pas qui dans la salle a utilisé. Si ça vous donne des idées. J'imagine tout le monde va le faire. Et je trouve ça fascinant parce que, contrairement à ce que j'entends dire, on ne sait pas trop en fait. C'est tellement nouveau qu'on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je considère que je ne sais pas où ça va. Et j'ai plein de questions. Alors, parmi les questions que je me pose, il y en a une très simple, c'est que quand on a eu des téléphones, je me rappelle avant, on connaissait nos numéros de téléphone par cœur. Puis un jour, on a eu un téléphone, on les a mis et on a commencé à les oublier. On connaissait peut-être le téléphone de la maison, des parents, de quelques amis, mais c'est tout. Et puis un jour, on a eu le GPS. Et maintenant, vous avez des chauffeurs de taxi, Uber. Vous leur demandez, mais je voudrais aller gare de Lyon. Et en fait, ils regardent le GPS et en fait, ça y est. Certains m'ont même avoué qu'ils ne connaissaient pas Paris. Mais le GPS nous permet, et donc d'une certaine manière, on oublie ça. Et la question que je me pose avec ChatGPT, c'est quelles sont les choses que l'on sait faire aujourd'hui, que l'on va oublier et que l'on ne pourra plus justement faire aussi bien. Mais il y a une autre question qu'on m'a posée récemment et que je trouve très intéressante, c'est que, vous le savez certainement, ChatGPT permettrait d'écrire facilement, on pourrait presque écrire un livre avec ChatGPT, même si je pense que nous, le plaisir d'écrire, c'est quand même un plaisir extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez peut-être vu cette blague, c'est quelqu'un qui dit « Grâce à ChatGPT, je prends une ligne et ça va écrire tout un paragraphe et je peux l'envoyer en l'email à quelqu'un en lui faisant croire que je l'ai écrit. » Et la personne qui reçoit l'email dit « Grâce à ChatGPT, je peux réduire tout cet email en une ligne et faire croire aux gens que je l'ai lu. » En fait, ils auraient pu s'envoyer une ligne chacun et ça aurait été réglé. Et donc, c'est cette question qui se pose avec ça. C'est dans un monde où les choses qui étaient difficiles, coder, par exemple, quand on fait une start-up, quand on construit un projet, du code, c'est compliqué. Et on nous explique que grâce à ces outils, ça va être simple. Écrire, c'est compliqué. Raisonner, c'est compliqué. On nous explique que grâce à ces outils, ça va devenir simple. La question que je me pose, c'est dans ce nouveau monde, qu'est-ce qui est difficile alors? Et c'est une question ouverte, je n'ai pas de réponse. L'autre chose qui est importante, c'est que, évidemment, derrière toute cette bataille, il y a évidemment une bataille de gros sous. Il y a toujours vous connaissez cette blague, on dit qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et donc, d'une certaine manière, derrière ces produits, il y a cette question de la domination cognitive, c'est-à-dire qui va dominer mon deuxième cerveau. On aura notre propre cerveau. Et ensuite, on aura ce deuxième cerveau dans lequel on peut lui demander de nous aider, de faire nos devoirs, de réciter des choses, de nous inventer des choses. Alors, on verra, tout est encore ouvert. Et c'est un deuxième cerveau qu'on aura en location, c'est-à-dire que quand on arrêtera de payer, on n'aura peut-être pas accès. On ne sait pas qui aura accès, on ne sait pas de quoi ce cerveau sera-t-il capable de nous parler, est-ce qu'il va nous influencer ou pas. Tout ça, ce sont des questions évidemment très importantes. Pour l'instant, pardon, je me permets de vous couper, ce deuxième cerveau, il est plutôt américain qu'européen, non? Alors effectivement, parce qu'on est aussi en train de basculer d'un modèle de plateforme technologique à des plateformes idéologiques. Et ce qui va être en fait fascinant, c'est que pour apprendre, et notamment pour apprendre le langage, il faut analyser la littérature, l'ensemble des connaissances. Et une des raisons pour laquelle on suspecte que ChatGPT n'est pas très ouvert ou ne veut pas s'ouvrir, c'est qu'on pense, enfin certaines personnes pensent, qu'au départ, il fallait analyser l'ensemble des livres, et l'ensemble des livres, l'ensemble des documents sont disponibles sur une base de données pirate russe qui s'appelle LibGen, et qu'il est possible qu'on ait utilisé l'ensemble de ce contenu pour construire la base. Et donc, évidemment, ça pose une autre question, c'est peut-on absorber la culture existante pour la refaçonner et pour la revendre en condensé, ou en tout cas de revendre un ersatz de ce... Donc moi, j'ai pour l'instant posé essentiellement des questions. Comme je le disais très humblement, il y a des choses des questions pour lesquelles j'ai des réponses, des questions pour lesquelles j'ai des idées, mais des questions pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse. Voilà.
Laurence de Villers, je vous vois trépigner un petit peu depuis tout à l'heure. Je vois que vous avez envie de rebondir sur ce qu'a dit Tariq Krim. Oui, alors moi normalement je fais de la recherche et j'enseigne à la Sorbonne l'intelligence artificielle et j'ai travaillé sur ces sujets-là depuis 30 ans. Non pas sur l'intelligence artificielle symbolique des vieux de la vieille de l'informatique, mais sur les réseaux de neurones, donc qui étaient émergents dans les années 90, 87, la rétropropagation du gradient, comment on faisait pour apprendre à une machine de façon distribuée de l'information. Et vous avez entendu parler de ce gros mot qui s'appelle deep learning, c'est-à-dire un système avec plein de couches cachées, plein de neurones, et qui va pouvoir, comme ça, faire de la reconnaissance faciale, reconnaître la parole, reconnaître des émotions dans la voix, etc. Donc ça, c'est mon sujet de prédilection, de recherche depuis 30 ans. Donc c'est ça le cœur du sujet. Le nouveau monde dont on vous parle, c'est un nouveau monde qui marche avec des objets comme celui-là. En 2017, Google fait ce qu'il appelle les transformers, qui sont des algorithmes qui permettent d'agglutiner des milliards de mots et de, là aussi, jongler avec des connaissances minimum. C'est-à-dire, en fait, il va prendre dans le langage, par exemple, si je parle de ce qu'encapsule ChatGPT, c'est un GPT 3.5 dans cette version-là. C'est-à-dire, en fait, un réseau de neurones assez complexe qui a embarqué des milliards de mots qui viennent de données qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est de la science, des connaissances, des opinions, de l'infox, plurilinguage et en majorité américain. Dans ChatGPT, il y a moins de 5% de français. Pourtant, ça vous parle français. Et donc, ces données-là, elles sont utilisées par la machine de façon non intelligente. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas, c'est une imitation artificielle ou une illusion artificielle. Donc, c'est assez comique d'entendre que tout le monde joue avec et finalement, on se gausse de l'intelligence de la machine qui lui répond, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument ni intention, à part celle du constructeur qui fait de l'argent avec vos données, mais sinon il n'y a aucune intention, aucune conscience, rien de tout cela. Il y a en fait la connaissance de nos propos, de nos mots, qui est encapsulée dans la suite des mots. Quand je dis quelque chose dans ma phrase, la sémantique, elle est dans la suite de mots. Or, ce gros système-là, qui est GPT 3.5, 4 et les futurs, ils vont encapsuler comme ça des mots ou en dessous du mot et regarder ces mots dans des milliards de contextes. Donc ils apprennent en fait finalement une certaine sémantique autour de ce mot. Et lorsque vous envoyez une invite, c'est-à-dire le début là d'une phrase ou une question, ça répond pas à une question, c'est ce qu'on a mis après au-dessus, dont tu parleras aussi tout à l'heure. Donc on a mis un agent conversationnel qui va interroger ce gros modèle de langage dans le ChatGPT. Et donc, le gros modèle de langage, il fait juste que générer la séquence des mots les plus probables. Des mots ou même en dessous des mots. Des entités peuvent être en dessous des mots. Il y en a énormément. On parle d'un modèle qui fait 175 milliards de paramètres, avec 2 fois plus de ces petites entités qui servent de puzzle ou de Lego, si vous voulez, pour la machine. Sans aucune intelligence là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir? Pourquoi la machine est capable de nous répondre 3 fois une phrase différente à la même entrée? Parce qu'en fait, il y a une variable de température qui permet d'aller chercher parmi les 20% des mots les plus probables. Non pas seulement le mot le plus probable, ce qui donne l'impression que c'est assez intelligent. Mais en fait, non, c'est du hasard. Donc, on a l'impression aussi que le système s'adapte à nous. Bon, ça, c'est encore une vaste plaisanterie. C'est-à-dire qu'on prend du contexte. Alors évidemment, il s'adapte un peu puisqu'il prend vos mots en entrée, en plus de ceux que vous avez prononcés dans la dernière phrase, ceux que vous avez dit avant. Donc, il va s'adapter à ça et aller chercher encore plus une réponse correspondant à ce que vous avez demandé. Donc on a l'impression que ça s'adapte pas du tout. Par contre, on récupère vos données et un de ces jours, effectivement, le futur GPT aura une base de données encore plus importante. On est tous les cobayes de ce système en ce moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors c'est génial parce qu'on apprend aussi que ça a des limites. Mais il faut arrêter de dire que c'est fabuleux, c'est génial. C'est juste comique. Donc nous, on a écrit une pièce de théâtre qui met en scène un objet comme celui-là, qui prend dans nos mémoires plein de traces comme ça et qui est capable de simuler du langage. Et c'est du langage non humain, qui n'a aucune nature d'humanité. Personne n'est responsable de ce que dit le système. C'est un algorithme, des statistiques, des mathématiques qui font que ça produit du langage. Donc on est bluffé parce que voilà, ça nous semble. Alors là, c'est l'anthropomorphisme. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle pour tout industriel. Nous,
quand on nous parle avec un semblant de langage, on va tout de suite projeter sur la machine des capacités intelligentes qu'elle n'a pas. Donc on aide énormément tout start-upper qui se lance là-dedans, tout gros système, OpenAI peut se frotter les mains. Il a mis un système dans les mains de tout le monde qui était très bien ficelé parce que au-dessus de GPT-4, comme il peut dire n'importe quoi, on l'a vu avec le jeune Belge là, qui est décédé en ayant discuté avec sa machine. Parce que la machine, il a dit que ça allait pas bien dans sa vie, il était éco-anxieux, donc la machine lui a dit oui, alors le suicide, tu y avais déjà pensé. Alors il a dit oui, et je sais pas quoi, et finalement, elle a aussi expliqué qu'ils allaient se retrouver dans l'au-delà, dans le paradis. Vous voyez ? Donc là, l'industriel qui avait fait ça de la Silicon Valley, il n'a pas pensé mettre un filtre, ce que OpenAI a très bien fait. Donc dans le ChatGPT, il y a 3 couches. Le gros modèle qui agglutine énormément de données qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas d'où elles viennent, c'est pas transparent, ça peut être de l'infox. Le deuxième modèle, c'est une conversation avec ce système, et ça a été optimisé par des humains pour que qu'on ait l'impression que ça parle comme un humain. Et le troisième niveau, c'est la censure. C'est-à-dire, OpenAI va vous dire « Oula, ce sujet-là, c'est pas un sujet politiquement correct. » Donc on ne parle pas trop de religion. Et si vous regardez un petit peu, c'est très discriminant, parce qu'il y a certaines religions qui sont blackbootées, d'autres non. Donc il y a là une censure qui est donnée par un industriel sur son propre produit. Il faut des comités d'éthique, il faut de la régulation dans tout ça, parce qu'on va sur n'importe quoi. Si je fais le parallèle, c'est un petit peu, et ça va peut-être vous engager aussi à comprendre mieux, en ce moment, on est en train de se rendre compte qu'il y a du plastique qu'on a balancé dans les mers un peu partout, qui font des microbilles de plastique, quasiment invisibles, et que les poissons vont manger. Et derrière, ils vont nous intoxiquer. Je simplifie le schéma, mais il y a un risque comme celui-là. C'est le risque de ce genre de système qui va distiller des choses qui ont l'air vraies, avec une imprécision qui sont ces microcapsules. Et en fait, il y a plein d'erreurs dans tout ça qu'on ne voit pas forcément directement. Et le pire étant, par exemple, Bing, Microsoft, qui nous dit « vous allez utiliser ça dans tous les logiciels ». Et alors, qu'est-ce que fait Bing ? Il a bien compris un des problèmes majeurs d'enjeux éthiques autour de ça. C'est que ce n'est pas sourcé. C'est-à-dire que normalement, en bon scientifique ou en bon journaliste, par exemple, lorsque vous annoncez quelque chose, vous avez toujours des sources références pour dire ça c'était vrai, ça c'était vrai, ça c'était vrai. Donc voilà, je raisonne et je vais plus loin. Là, il n'y a plus de source. Donc c'est pas possible de trouver quel est le raisonnement, et c'est des boîtes noires, qui a amené la réponse. D'accord ? Donc on ne peut pas vérifier si c'est juste fake news ou c'est quelqu'un qui vient de Russie, qui s'appelle, je ne sais pas comment, qui prononçait ça. On ne sait pas. Okay ? Donc ils ont très bien compris ça. Donc ils font une recherche sur Internet avec un moteur de recherche pour aller chercher quelques références. Ils les remettent dans le prompt qui va chercher dans GPT-4 et on va remettre des références dans la réponse. Pour avoir joué avec Bing, il y a des références qui sont fausses, qui sont aussi inventées que le texte qui vous est donné. On parle d'hallucination. Il y a des papiers entiers de chercheurs qui parlent de ça, qui essaient d'évaluer quand est-ce que le système sait faire une déduction, quand est-ce qu'il a du sens commun, quand est-ce que... Et effectivement, ça marche plutôt bien, mais c'est très approximatif. Demandez la bibliographie de quelqu'un de connu. Vous allez voir, ça a l'air juste. Regardez un tout petit peu dans les détails, d'un seul coup, vous allez voir un truc qui choque. C'est dans les détails, le diable est dans les détails, et il est partout. Et il n'y a aucune responsabilité dans la machine, il n'y a aucune responsabilité de personne. On est en train de jouer avec le feu, de trouver ça brillant, sans se rendre compte des limites. Alors on va faire comme d'habitude, loi d'Amara, tout le monde trouve ça génial, c'est naturel, on joue avec, là, d'un seul coup on se dit « oh là là, c'est l'horreur, il y a des risques partout », donc on arrête. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'arrêter d'être dans les phares des voitures comme des lapins, ou de trouver que c'est formidable, et de s'esbaudir devant tout le monde des dernières trouvailles et des dernières réponses ChatGPT. C'est juste de dire, nous avons une augmentation de finalement ce qu'on pourrait faire d'intelligent grâce à ces systèmes qui savent déceler des micro-informations, on appelle ça les signaux faibles, si vous voulez. C'est ça l'intérêt dans les radiographies, par exemple des cancers, de voir des signaux que notre œil ne voit pas. Donc ces systèmes qui vont jouer sur les images, sur le langage, sur des tas de données différentes, vont pouvoir déceler des régularités à des niveaux que nous ne sommes pas capables de percevoir. Donc comment on fait pour acquérir ces connaissances intelligemment, plutôt que de se faire bluffer par le marketing de tout ça ? Le moratoire qui est arrivé, qui était envoyé par des chercheurs, comme Benjio, comme d'autres, qui sont en train de dire « attendez, ne confondons pas tout », fait signer et met partout en emphase que c'est Musk ou c'est le patron d'Apple qui signe ça. C'est lamentable. Ça, c'est un effet de marketing, un effet de buzz économique qui n'a rien à voir avec le fait qu'il a envie de freiner. Vous pensez que, vraiment, honnêtement,
Elon Musk, c'est le monsieur qui freine les idées? Ben non, on est tous conscients. Il veut juste avoir raison. Il avait dit il y a quelque temps, l'IA, c'est la bombe de demain. Eh bien, bon, voilà, il faut faire attention. Attention aussi à ce qu'on entend comme petite musique. Malraux avait dit, le 21e siècle sera un siècle mystique. C'est pas de la mystique, hein, là. Il ne faut pas croire cela. Ce que nous racontent ces systèmes, c'est des statistiques, des mathématiques, des algorithmes qui sont derrière, qui ont été décidés par des humains, avec beaucoup d'humains à l'intérieur, puisqu'en fait, quand je vais chercher des données, c'est des humains qui vont les chercher, ou des outils, et les humains les vérifient, ils les annotent, ils les évaluent. Tous ces systèmes-là passent à la moulinette de multiples humains qu'il faut aussi mettre dans la boucle. Donc il faut cartographier la situation morale de ces systèmes globalement, en regardant en fait l'interaction entre les humains et ce que fait la machine, et en tout cas comprendre que le premier sujet, c'est la vérité, hein, philosophiquement, on pourrait en parler après. C'est avant tout savoir est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Donc il faut faire son propre état critique devant ce que répond un ChatGPT. À vous de faire tout le travail, de déceler d'où ça vient, les sources, etc. et qu'est-ce qui est vrai. Le deuxième grand enjeu, c'est la manipulation. Hein. Si demain, dans mon travail, il faut que j'utilise ça et que je n'ai pas le temps, ou je suis étudiant, c'est facile, je dois un truc à rendre, je me base là-dessus, le nivellement des connaissances va aller vers le bas. C'est-à-dire qu'on va créer des connaissances qui sont fausses. Et demain, d'autres systèmes vont régénérer d'autres modèles comme cela, voire des programmes, comme tu le disais très bien. Et le fait qu'ils soient capables de construire d'autres programmes, alors pas hyper compliqués, pas très nouveaux, ils copient. Mais de temps en temps, ils illuminent. Et il y a un autre facteur qui, nous, chercheurs, nous interroge beaucoup, positivement et négativement, c'est les hallucinations et l'émergence de comportements. Ces systèmes, avec énormément de données, et c'est pour ça que Bengio donne l'alerte aussi, et d'autres grands chercheurs donnent l'alerte, et moi, si je n'ai pas signé ce moratoire directement, c'est parce que j'étais très énervé de voir des gens comme Musk ou de voir récupérer, si vous voulez, cette histoire, parce qu'on est en train de se faire manipuler par le monde américain, hein, qui, comme on l'a vu, va aussi encapsuler des données qui viennent majoritairement des USA dans ces systèmes. On ne sait pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils traduisent? Comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'ensemble des mots qu'on manipule dans cette machine, c'est le sens, c'est nos opinions. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le langage qui est issu de cela, même si c'est en français? Est-ce que ce sont des opinions réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là encore un sujet énorme. Donc si je reviens sur les hallucinations, c'est de temps en temps, le système part un peu en vrille, mais il peut aussi partir en vrille positivement, c'est-à-dire qu'il donne l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de conscience derrière cela. La machine ne doute pas, elle vous donne des solutions avec beaucoup d'aplomb. Donc attention au langage que cette machine utilise, elle va dire aussi de temps en temps, nous humains, comme si elle était dans le coup. Okay. Tout ça, c'est du copier-coller. Donc ça a un côté rigolo lorsqu'on est comme moi et que ça fait 30 ans qu'on manipule ces objets. Maintenant, pour le commun des mortels qui l'utilise maintenant parce qu'il l'a eu dans les mains, il y a une énorme rupture et un vrai risque sociétal de finalement l'utiliser partout. Donc il faut absolument l'encadrer. Le AI Act, qui est la loi sur l'informatique et sur l'intelligence artificielle, parce qu'on a beaucoup parlé d'informatique tout à l'heure, mais c'est l'intelligence artificielle connexionniste à partir de réseaux de neurones qui est le vrai danger, eh bien, il faut absolument monter sur des régulations, des mesures. Moi, je suis embarquée sur la normalisation. C'est 3 grands piliers, tout ça. La loi, et il ne faut pas rigoler sur cette loi. On avait déjà pas mal rigolé sur le RGPD, le règlement sur les données privées. On a vu que le monde entier nous l'a copié. Donc, c'est vraiment des avancées. Le fait de pouvoir réfléchir et en même temps avancer avec les meilleurs chercheurs du monde en France et en Europe, il faut vraiment être conscient que ça suffit d'entendre qu'on est en retard. On est très en avance, par contre, on n'a pas de commande publique qui nous aide à aider l'innovation. Hein. Si vous regardez même Elon Musk, en fait, il a plein de brevets qui viennent de commandes publiques. Donc, regardez la réalité. Arrêtons de penser que la Silicon Valley, c'est le must du must, et que des gens qui réfléchissent, et ailleurs, c'est pas vrai. C'est faux. Il y a énormément de faux amis là-dedans. Hein. Et donc, je pense que c'est très sain de comprendre qu'il y a des forces géopolitiques dans tout ça. Il y a la guerre des normes, comme il y a la guerre sur la loi, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne voudraient pas que ça arrive, notamment les GAFAM. Et le 3e pilier, c'est l'éthique. Et l'éthique, c'est dans vos mains. C'est les jeunes qui vont inventer tout ça. Il faut être encore plus créatif. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ces émergences de comportements absolument fascinants. En même temps, ça peut émerger dans l'hallucination. Et comprendre, même avec les images, on le voit, hein, quand on voit une image qui arrive, qui est très proche de la réalité, comment on va faire demain pour vérifier que c'est une image qui a été
montée toute pièce, la cybersécurité, l'engagement sur l'écologie, parce que ces systèmes dépensent aussi de l'énergie, mais sont très utiles pour tout l'engagement de l'industrie verte. Vraiment, c'est fondamental de comprendre que c'est un énorme atout, l'IA. On l'a vu pour les vaccins pendant la Covid. On n'aurait pas eu autant d'outils, on aurait sûrement perdu quelques années même. Donc, il faut être très conscient que c'est... Je suis très positive, moi, sur ces technologies. Sauf que je trouve qu'on ne parle pas assez de ce qu'il faudrait faire demain. Ça demande de la créativité. Il faut être interdisciplinaire, à la fois comprendre les conséquences et en même temps être très bon dans la modélisation. Ça va embarquer beaucoup plus de filles, parce que j'en suis désolée, moi, 80% de ces systèmes sont créés par des hommes. Sur les plateaux, là, vous voyez, on n'est pas beaucoup de femmes. Hein. Et donc, c'est évident que demain, lorsqu'on va comprendre que ce sont des objets socio-techniques, eh bien, on va comprendre aussi, et les filles vont venir aussi travailler sur ces visions plus humanistes de ce que sont ces systèmes. Vous comprenez bien toutes les incidences que ça a pour la société. Merci pour ce tour d'horizon. Je crois que Tariq Krim voulait réagir un petit peu, mais vous pouvez débattre tous les deux, et puis après, on laissera Antonio Casilli développer son point de vue. Non, je voulais juste... comme, en fait, moi, j'ai une triple position. J'ai été entrepreneur, j'ai eu la chance de travailler dans la Silicon Valley et en France, et j'ai aussi travaillé sur les questions de régulation. Alors, moi, ce qui m'a toujours fasciné dans la Silicon Valley, en tout cas celle que j'ai connue, celle qui existe aujourd'hui, était un peu différente. Dans une autre vie, j'ai rencontré tous ces gens, Musk & Co, ils étaient vraiment différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a quand même une capacité de créer, d'inventer et de donner le maximum de ce que l'on est dans la Silicon Valley que je n'ai pas trouvé malheureusement ailleurs. Je parle dans la recherche, je parle dans la capacité d'implémenter. Après, tous ces outils, on est toujours face à deux approches. Il y a une approche, c'est l'outil n'est pas prêt, mais il a l'air bien, il fait à peu près ce qu'on veut, on le sort. Ça, c'est plutôt dans la Silicon Valley. En Europe, on a une approche un peu différente, c'est que déjà, on a une partie des gens qui nous expliquent qu'on ne sait rien faire, ce qui est malheureusement le problème. Quand on est dans l'innovation, moi j'ai monté mes boîtes en France et à chaque fois, mes seuls véritables soutiens étaient aux États-Unis. On nous expliquait non, mais on n'arrivera jamais. Donc en fait, tout ça, il ne faut pas l'écouter, il faut faire ses choses, ses propres choix. Mais au niveau de la régulation, moi, je pense qu'aujourd'hui, je rentre d'une conférence de cybersécurité. On a parlé de guerre de l'information, de la guerre de la désinformation. Mais en fait, on est en train d'entrer dans un monde où la guerre elle-même va être dirigée par l'intelligence artificielle. Et malheureusement, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que ces outils, on a sorti le dentifrice du tube, et ça va être extrêmement difficile de les réguler. La seule manière qu'on a trouvée pour l'instant de les réguler, c'est ce que font les États-Unis vis-à-vis de la Chine, c'est de les empêcher d'avoir accès aux composants stratégiques pour faire de l'entraînement. Et même ça, on n'est pas certain que ça marche. Voilà, je voulais juste faire cette petite remarque. Et je laisse Merci, continuer. Antonio Casilli. Le regard du sociologue sur tout ça. Que dire après tout ça? Quand même, on a fait un tour d'horizon et d'abord, je dois me positionner parce que je me sens un peu comme un larron entre deux Christ, entre un entrepreneur de la tech et une professeure et une experte de machine learning. Et ce qui se passe est que je suis le sociologue, mais un sociologue un peu particulier, parce que ça fait des années que je m'occupe de comment l'intelligence artificielle est produite. Et ceci me conduit à être souvent hors France, dans des endroits dans lesquels vous imagineriez pas qu'il y a des personnes à interviewer, des travailleurs de l'intelligence artificielle à observer, parce que ce n'est pas dans la Silicon Valley, ce n'est pas dans les technopoles, dans les pays du nord du monde, mais c'est dans des pays comme l'Égypte, le Madagascar, la Bolivie, le Chili. C'est les pays que je visite avec mes collègues de mon équipe de recherche qui s'appelle Deep Lab, et qui se concentre depuis un moment sur l'ingrédient secret de l'intelligence artificielle. Et l'ingrédient secret, c'est vous. Ou alors, nous, on est tous des ingrédients secrets. Parce que malgré le fait que
ChatGPT se présente comme un modèle hypertrophique à chaque fois que OpenAI, donc l'entreprise qui produit ChatGPT, lance une nouvelle version de son intelligence artificielle, donc le GPT, donc ça veut dire Generative Pre-trained Transformer, donc un transformateur génératif pré-entraîné. À chaque fois, ils vous disent quand même, cette fois-ci, on a vraiment mis le paquet. Cette fois-ci, on a 174 milliards de paramètres. Ça, c'était à GPT-3. Maintenant, c'est 100 trillions de paramètres, 170 trillions de paramètres. Le français n'a même pas le mot trillion, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est des trucs faramineux, mais ils oublient de vous raconter ces paramètres, ce qu'ils font, c'est-à-dire de traiter des données, des masses de données qui ont été collectées via une plateforme, du moins, ça c'est la plateforme sur laquelle ils communiquent, qui s'appelle Common Crawl, qui depuis 2012 a collecté sur le web et à des endroits évidents, comme par exemple Wikipédia, comme par exemple des grandes bases de données ou d'images ou de textes ou de vidéos, mais aussi à des endroits un peu moins connus, donc par exemple LibGen ou d'autres trucs plus ou moins pirates dans lesquels on va assez couramment, soyons clairs, il ne faut pas se cacher. Hein. Mais donc, cette intelligence artificielle est allée gratter des données pour créer des bases de données énormes. Mais alors, ces bases de données suffisent-elles pour faire l'intelligence artificielle, pour la rendre intelligente? La réponse est non. Ces données, une fois grattées du web, ont besoin d'être filtrées, annotées, modérées, parfois enrichies. Et qui fait ça? Eh bien, c'est des êtres humains. C'est des travailleurs du clic. Alors, quand je parle de travailleurs du clic, je ne parle pas des sublimes du code, des data scientists, des grands algorithmiciens et ainsi de suite. Ce ne sont pas des personnes qui sont les talents embauchés par Google et Meta, donc Facebook. C'est des personnes qui, par ailleurs, ne travaillent pas pour ces grandes entreprises, mais travaillent pour des sous-traitants de ces entreprises, dans des longues chaînes d'approvisionnement qui nous conduisent jusqu'à des pays dans lesquels les personnes sont prêtes à travailler pour une rémunération très faible et un contrat de travail qui n'en est pas un. C'est-à-dire, c'est des personnes qui s'inscrivent sur des plateformes et qui, à longueur de journée, ou alors quand ils peuvent et quand les conditions aussi matérielles de leur connexion le permettent, se connectent et enrichissent ces données-là. Alors, je vous donne un exemple de cette situation, de comment ça se passe. En France et dans d'autres pays d'Europe, il y a une intelligence artificielle qui est déployée dans les grandes surfaces. Ce n'est pas ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui se manifeste sous forme de caméras intelligentes. Les caméras intelligentes détectent lorsque quelqu'un cherche de voler quelque chose dans un supermarché. Si par exemple vous faites un geste qui peut créer une suspicion de vol, par exemple vous prenez votre smartphone et vous le mettez dans votre poche, donc est-ce que c'est vraiment ce smartphone ou une tablette de chocolat? La caméra intelligente détecte ce comportement et envoie une alerte automatique par SMS au vigile ou au caissier. Et ces personnes donc peuvent vous interpeller à la sortie. Le fait est que cette caméra intelligente n'est pas si intelligente que ça, et ce n'est pas une surprise qu'on a grosso modo remonté la chaîne de production de cette caméra intelligente, et on a trouvé l'algorithme de cette caméra qui était 130 personnes dans une maison de Tananarive à Madagascar
qui faisait semblant d'être une intelligence artificielle en prenant des tours devant des ordinateurs. Donc c'est vraiment une maison dans laquelle on est allé. On commence à 7 heures du matin à bosser dans cette maison qui est connectée à des plateformes. Et vous avez dans chaque pièce, dans le garage, dans le grenier, dans les chambres à coucher, 20-30 personnes devant 20-30 postes qui, à longueur de journée, regardent des caméras de surveillance en temps réel de supermarchés, de Monoprix, de Franprix de France. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se pointe dans l'image, ils regardent attentivement s'il vole ou pas, et ils envoient un message automatique via la caméra intelligente au caissier, au vigile, lequel vigile au caissier peut vous interpeller. Voilà. Donc là, c'est un cas qui peut... les sites de rencontres, dit Laurence aussi, sont, disons, cohérents avec ce type de logique. Alors là, vous allez me dire, mais c'est une fraude. Ça, c'est clairement une fausse intelligence artificielle qui relève de la fraude commerciale. Et certainement, ChatGPT n'est pas dans le même cas de figure. Alors, moi, j'y tiens d'une part à vous rassurer, et de l'autre à vous inquiéter davantage. Cette fraude est beaucoup plus commune et beaucoup plus courante que ce qu'on le croit. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit de OpenAI, après quelques mois après la sortie de ChatGPT, a dû faire face au premier mini-scandale de son histoire, lorsque Time Magazine donc, a lancé une enquête qui a découvert que quelques milliers de personnes au Kenya étaient en train de faire exister ChatGPT, non pas en faisant des conversations, en ayant des conversations en live, même si parfois personnellement, je me pose la question, et donc j'attends avec impatience la prochaine enquête de Time, mais en filtrant, en enrichissant ces données et en rendant possible, effectivement, l'existence même de cette intelligence artificielle. Après, par la suite, on a découvert qu'il y avait aussi des personnes en Afrique du Sud, aux Philippines, aux États-Unis et au Canada, et donc effectivement, ça commence à faire un petit monde. Ça commence à être vraiment un peu partout dans le monde. Je vais terminer avec ça. Je vais terminer en vous disant qu'effectivement, il y a une économie mondiale de la production de ce travail caché du clic qui est nécessaire pour faire exister ces intelligences artificielles, ô combien artificielles. Parce que là, effectivement, il s'agit d'intelligence artificielle, c'est 2 fois artificielle. Et on commence désormais à avoir suffisamment de données ou d'indications pour savoir où sont les travailleurs du clic qui produisent les données qui ensuite sont utilisées pour construire telle ou telle intelligence artificielle. Et là, alors, qui dirige, c'est une autre question, parce que c'est pas un complot international, c'est tout simplement des entreprises qui achètent le service de travailleurs qui acceptent d'être payés $1, $2 de l'heure, voire beaucoup moins, parce que moi j'ai aussi vu des personnes qui sont payées 0,00001 centime par clic. Et donc, qui produit ces données pour qui? Eh ben, alors, si vous allez aux États-Unis, vous avez des fortes chances que les entreprises américaines achètent ce travail du clic, ou aux Philippines, qui auparavant était un gouvernorat colonial des États-Unis, ou en Amérique du Sud, ce qui rentre dans une autre zone d'influence politique et économique des États-Unis. Mais il y a aussi, évidemment, les zones d'influence de la France. Et là, c'est effectivement la question de la souveraineté peut prendre toute une connotation beaucoup plus sombre et qui, disons, réactualise, hélas, le passé colonial de la France et aussi le présent néocolonial de la France. Parce que si on regarde qui produit les données pour les intelligences artificielles à la française, eh bien, c'est dans le pays comme Madagascar, comme Sénégal, Tunisie, donc des pays qui sont des pays francophones d'abord et d'influence
économique et politique française. Mais la situation est beaucoup plus complexe que ça. Je termine seulement avec ça, parce qu'il y a aussi des nouveaux acteurs qui se pointent, des nouveaux producteurs d'intelligence artificielle qui, eux aussi, vont acheter du travail du clic dans des pays à faible revenu. Et donc, j'ai nommé la Chine et l'Inde. Et la Chine et l'Inde, aujourd'hui, produisent, surtout la Chine, des intelligences artificielles qui ont besoin, à leur tour, de parler chinois, de s'adapter au contexte chinois. Donc, où est-ce qu'ils vont acheter ce travail du clic, recruter ces travailleurs du clic? Eh bien, ils vont d'abord en Chine même, parce qu'il y a un énorme marché interne, donc de personnes dans des zones rurales de la Chine qui produisent des données pour des intelligences artificielles produites dans des grandes villes, dans des grands technopoles, je sais pas, à Shanghai ou à Guangzhou. Et après, évidemment, ils vont aussi dans des pays d'Afrique comme l'Égypte. Il y a quelques années, j'étais en Égypte et j'ai rencontré des personnes qui entraînaient les intelligences artificielles de reconnaissance faciale chinoise. Vous savez, on en parle beaucoup du fait que déployées dans les villes chinoises, il y a des caméras qui sont capables de détecter des êtres humains. Alors, ces caméras sont largement nourries, modérées, entraînées, entretenues par des jeunes femmes du Caire et plutôt de la banlieue du Caire qui se connectent à longueur de journée et qui regardent et qui décident si telle ou telle personne est la même qui, que sais-je, était passée dans l'autre rue à ce moment-là, et si cela correspond à une identité civile. Voilà, j'ai terminé avec ce changement de perspective qui nous a un peu éloignés de la Silicon Valley ou alors de Paris pour aller regarder ailleurs. Merci beaucoup. Je voudrais continuer cette conversation avec vous trois en signalant quand même au passage il y a plein de gens dans la salle, mais il y a aussi des lycées à Limoges, à Nice, à Nantes et à Kuala Lumpur qui nous écoutent en ce moment. Donc vous avez un grand public, y compris en dehors de notre territoire européen. Laurence de Villers, vous avez dit il faut faire attention, il faut réguler. En même temps, si c'est bien utilisé, ça peut être très positif. Et on voit que c'est de toute façon, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, c'est de plus en plus utilisé. Donc, où est la valeur ajoutée ? Vous nous dites, attention, j'en ai marre qu'on me dise que l'Europe ne fait rien, regardez le RGPD, tout le monde s'en moque, alors que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais entre celui qui construit les routes et celui qui met juste les feux rouges, la valeur ajoutée, elle est toujours sur celui qui construit les routes. Est-ce qu'on n'est pas, nous, Européens, en train de se faire complètement dépassé, et si c'est mal régulé et si c'est mal contrôlé, tant pis pour nous, on va de toute façon se faire avoir par, on voit les gros producteurs d'intelligence artificielle qui sont aux États-Unis d'un côté et en Chine de l'autre, et nous on a l'impression de passer à côté, encore une fois j'ai envie de dire, en Europe de cette innovation technologique. C'est juste ou pas ? Moi je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on est en retard, qu'on a peur, que c'est impossible. Enfin, je ne vois pas comment on peut construire demain un monde dynamique, créatif, en partant déjà de ce constat. Donc, ça suffit. On a besoin d'engager de la créativité, de faire qu'on va risquer financièrement. Moi, c'est un appel surtout à ces consciences-là. Moi, je voudrais que le gouvernement ait aussi une action. Sur l'écologie, on voit plein de choses, mais sur le numérique, ça va avec. C'est très utile aussi d'engager beaucoup plus de fonds. On nous demande de faire avec des bouts de ficelle la même chose que les États-Unis. C'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. La commande publique, elle doit nécessairement engager aussi l'idée qu'on va créer des objets autour de nous. Ensuite, sur la régulation, il faut réguler les plateformes, le DSA, ainsi que ce qu'on est en train de faire avec l'IA. Okay ? Ça, c'est en route. Ce qu'on n'a pas fait la première fois sur les réseaux sociaux, c'était de dire il faut réguler les réseaux sociaux. Ils sont tous venus, les Américains, nous proposer des tas d'objets technologiques en disant nous, on n'est pas responsables. Ce sont des tuyaux, ce sont des routes, des autoroutes. Et ceux qui passent dessus, ce n'est pas notre problème, on n'y est pour rien. Eh bien, excusez-moi, ils y sont pour beaucoup. Et on voit maintenant qu'on ne peut pas lever le capot, c'est-à-dire on ne peut pas aller vérifier tout un tas de choses. On s'est trompé là. Donc ne refaisons pas la même erreur. Ça serait dramatique de se rendre compte de nos erreurs et de se dire « Ah ben non, quand même, on va être en retard, alors il faut adhérer et prendre du Microsoft à l'école et prendre Palantir pour la sécurité et continuer comme cela. » Alors, à quoi ça sert de parler de souveraineté numérique ? Moi, j'en appelle à quand même la raison. À un moment donné, arrêtons, on va dire tout simplement qu'on dépend des Américains, point. Bon, on va le reconnaître. Et je suis désolée, la Silicon Valley, c'est fantastique. En Europe, on a aussi
des jeunes qui sortent de toutes les écoles, qui sont fantastiques, qui engagent beaucoup d'énergie sur le climat, sur l'énergie, avec de l'IA, avec des tas d'objets. On donne leur chance à eux de créer effectivement des startups. Les grands groupes sont là aussi pour aider. Enfin, je sais pas, il faut y croire. Il faut vraiment... Bloom, ça a été par exemple un projet qui a été soutenu par le CNRS, par le ministère, pour créer un énorme modèle qui permette aussi de faire ces expériences sur les large language models comme ces transformers dont on vient de parler, comme GPT 3.5. C'est peut-être pas encore suffisamment à la hauteur, mais on a des calculateurs. On a le calculateur le plus en avance d'Europe qui est à Saclay, qui s'appelle Jancet. Enfin, je ne sais pas, tout cela, vous le savez. Vous savez qu'on est premier en mathématiques dans le classement de Shanghai, à Orsay, 3e à la Sorbonne. On ne le sera peut-être plus parce que maintenant, on oublie que l'éducation, c'est le premier acteur formidable. Hein, qu'est-ce qu'on fait là sur la transition numérique à l'école? Je suis sidérée. Moi, je suis présidente de la fondation Blaise Pascal, qui est financée par le CNRS, l'INRIA, les grandes universités, et on vient aider à faire de la médiation culturelle sur les mathématiques, avec des jeux, sur l'informatique, avec des tas on engage énormément de professeurs des écoles, de chercheurs. On fait un truc qui s'appelle Chiche. C'est un chercheur d'INRIA qui vient à l'école expliquer son métier avec passion. Allez-y, c'est dans nos mains. Et il y a vraiment, moi je crois beaucoup que cette nouvelle génération aura plus de foi que l'ancienne génération qui n'a pas osé et qui a été se réfugier aux États-Unis en se disant il y a une manne incroyable. Donc je pense que c'est aujourd'hui, maintenant, tous ensemble, avec une économie engagée sur le durable, qu'il faut aussi engager une économie sur le numérique éthique, sur le numérique responsable et arrêter de suivre les cow-boys du Far West. On voit bien qu'il faut arriver à des limites de faisabilité. N'écoutez pas ces petits... moi, je ne veux pas demain me retrouver, ou en tout cas pas mes enfants, avec un ange gardien sur l'épaule qui leur donne les bonnes décisions à prendre. Okay ? Donc si on veut effectivement pas désapprendre, continuer à avoir un esprit critique, continuer à faire avancer collectivement, intelligemment, entre humains, il est essentiel de commencer à travailler sur les enjeux éthiques. Vous vouliez réagir? Oui, pardon. T'as écrit, pardon. Écoutez, évidemment, sur le constat, sur les questions de souveraineté numérique, c'est-à-dire la capacité d'être indépendant et de choisir le futur que l'on veut avoir, je suis évidemment d'accord, puisque ça a été mon combat presque 20 ans. Mais moi, ça fait une dizaine d'années que je suis un peu je ne vais pas dire en opposition, mais assez effaré par ce que je vois. Bon, il y a... alors, on est plutôt proche des choses actuelles avec le gouvernement, mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a eu 10 ans de French Tech. Alors, il se trouve que j'ai fait la mission qui a entériné la création de la French Tech. À l'époque, j'avais une vision très différente de ce qui s'est fait. Je n'avais pas imaginé, en fait, que ce qu'on appelle la Startup Nation allait devenir un peu plutôt la Fils-à-Papa Nation, c'est-à-dire qu'en fait, on a donné quasiment tout l'argent public qu'aux classes les plus favorisées, que les ingénieurs, les développeurs, ceux qui codent, en fait, ne comptent pas, parce qu'il faut avoir fait maintenant une école de commerce pour faire de la tech. Je caricature un peu. Et surtout, on a dépensé, et là, je ne suis absolument pas d'accord, on a dépensé... parce que l'IA, c'est un des rares sujets où ce gouvernement a eu une politique assez claire en disant on va mettre le paquet, on va mettre 1,5 milliard, je crois qu'on a rajouté 2 milliards, donc à peu près à 3 milliards. Où sont les produits? Où est l'argent? Comment ça se passe? Parce que le vrai sujet aujourd'hui derrière, parce qu'on me dit toujours qu'il y a l'idéologie de la Silicon Valley, mais il y a aussi l'idéologie actuelle qui consiste à dire on est en train de déstructurer ce pays. En gros, les gens qui vont avoir des CDI sont les gens qui bossent dans les startups, qui sont une autre génération de startups, parce que ce n'est pas du tout celle que j'ai construite. On est vraiment dans un truc tout nouveau. Les enfants des classes moyennes, ça va devenir ce qu'on appelle des slashers, c'est-à-dire que vous avez 4 boulots et en fait, vous avez une petite carte avec un truc et puis vous recevez de l'argent. Et les classes populaires et les banlieues se retrouvent en fait automatisées à devenir livreurs, vendeurs, serveurs, et c'est ça ce monde. Donc il y a un vrai problème au départ, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est la Silicon Valley. La Silicon Valley a construit des outils, a construit une vision du monde. Nous avions une vision du monde. Nous avions une vision du monde qui était basée sur l'excellence des infrastructures. Je vais donner un exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'exemple de l'eau. La France a une école française de l'eau, c'est-à-dire qu'on a construit une vision
où au lieu de dire on va faire ça n'importe comment, on fait ça par bassin, on a structuré les choses, on a des gouvernances intelligentes. On a construit le Concorde, on a construit Ariane, on a construit des produits. On est l'un des seuls pays en Europe où à l'époque on bâche toujours la SNCF, mais quand on a construit notre système de train, il était extrêmement bien, c'est-à-dire que les trains s'interconnectent, ils sont souvent à l'heure. Quand vous allez en Allemagne, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si mal. Et donc, on a été un pays d'infrastructures, c'est-à-dire qu'on a su construire des infrastructures avec des accords, des équilibres publics-privés intelligents. Aujourd'hui, dans le monde numérique, pour des raisons qui m'échappent, une vision idéologique différente, qui est souvent une idéologie de dire on va copier la Silicon Valley en moins bien, en beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien, parce que la plupart des gens, aujourd'hui, que j'ai vus dans ces interlocuteurs, la seule chose qu'ils voient, c'est le plus joli des PowerPoint. Ils ne sont incapables de vous dire pourquoi le cloud de Microsoft ou le cloud d'OVH est meilleur ou moins bon. Ils n'en ont aucune idée. Et donc, en fait, la vraie question qu'on doit se poser, c'est dans quel monde veut-on vivre en Europe et surtout en France? Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où la technologie nous simplifie un certain nombre de choses, mais nous permet aussi de nous exprimer, d'avoir notre propre individualité, notre propre capacité de réflexion? Ou est-ce qu'on veut un système où, en fait, on a une technologie au rabais, où on nous explique en permanence que ces outils vont nous remplacer? Ces outils ne nous remplaceront pas. Quand j'ai démarré ma carrière, on me disait, il n'y a plus de boulot, les informaticiens, c'est mort. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous entendez les gens de OpenAI ou de ces technologies, on vous dit, on va remplacer tous les ingénieurs grâce à ces IA. Et dans la seconde qui suit, ils disent, d'ailleurs, on embauche les meilleurs si vous voulez venir. Donc en fait, on est dans un monde qui est un peu incohérent. Et pourquoi? Parce que d'un côté, il y a des gens qui pensent que la technologie va tout résoudre, et de l'autre, il y a des gens qui voudraient la construire et qui n'en ont pas toujours les moyens. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, pour parler franchement, c'est que le problème n'est pas la question de l'IA, de la régulation, des choses comme ça. La question, c'est de savoir si, comme on a su le faire dans le passé, on est capable de réintégrer cette notion de méritocratie, parce que l'informatique est une méritocratie. Quand je suis arrivé dans la Silicon Valley, je pensais être un des meilleurs. Je suis arrivé le lendemain, j'étais quasiment en larmes. Je me dis, mais j'ai jamais vu des gens aussi bons de ma vie. C'est-à-dire qu'ils faisaient en 2 heures ce qu'il me fallait 2 semaines à faire. Et on s'améliore. Je me dis, si je reste une semaine, j'aurai peut-être une chance. Et donc, on a un domaine où on a des talents extraordinaires. L'intégralité de l'Internet a été construite en Europe. Linux, qui est la base de tout, a été construit en Finlande et en France. Le web a été inventé en France. Le MP3, la musique, le MPEG, la vidéo sur IP, la téléphonie sur IP, la DSL, l'ensemble des technologies des bases de données ont été faites par des Européens et elles ont été réutilisées après. Donc on a un vrai problème, c'est qu'on a une génération entière de politiques qui a dit « nous, on va tout laisser faire en Chine parce qu'on va faire plus d'argent ». On a vu le résultat. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération de politiques qui nous disent « on va tout faire dans la Silicon Valley ». Parce que de toute façon, on ne comprend pas vraiment ces trucs et on pense que c'est mieux là-bas. Et donc, il va falloir se battre pour ramener un certain nombre de choses, mais pas qu'uniquement les technologies, s'assurer de valoriser les bonnes personnes. Et aujourd'hui, je pense que le problème numéro 1 en France, c'est que l'argent ne va jamais chez les gens qui méritent de l'avoir, malheureusement, parce que si vous ne connaissez pas un tel ou un tel ou un tel, si vous n'avez pas un niveau social suffisamment grand, vous n'avez pas forcément accès à de l'argent, et je trouve que c'est dommage parce que des gens extraordinaires dans ces domaines, il y en a partout. Voilà. Antonio Casilli, cette... Le problème est que jusque-là, on a abordé tout un tas de sujets et on a oublié le fait que ces technologies ont un coût, et ce n'est pas seulement un coût économique, ce n'est pas seulement un coût social, même si je me suis efforcé de souligner l'élément de coût social, mais il y a aussi un coût environnemental. Parler de GPT, parler de OpenAI, parler de ces technologies complètement faramineuses, énormes, nous renvoie aussi à, non seulement à l'empreinte carbone de ces modèles, mais aussi à la quantité de ressources qui sont nécessaires pour produire ce qu'on a dans les poches. Ça, c'est du lithium, ça, c'est du cobalt, ça, c'est du nickel. Et le truc qui est impressionnant est que si on va regarder où sont produites
ces minérailles, où sont extraits ces ressources, eh ben, ils se trouvent fort souvent à quelques kilomètres des mêmes endroits où on trouve les travailleurs du clic dont je vous ai parlé auparavant. Je vous ai parlé de Tananarive, donc la capitale de Madagascar. À quelques dizaines de kilomètres de là, il y a la plus grande minière, minière de nickel et cobalt qui s'appelle Ambatovi, qui est un énorme puits à ciel ouvert dans lequel on extrait donc, ce qui est nécessaire pour produire nos équipements. Je vous ai dit aussi, enfin, je ne vous ai pas dit, mais enfin, de nos enquêtes en Amérique du Sud, au Venezuela, au Chili et à d'autres endroits. En 2018, j'étais en Bolivie, où j'interviewais effectivement des personnes qui faisaient du travail du clic. Et après, il y avait à quelques kilomètres de là la plus grande mine de lithium qui s'appelle Uyuni. Ça s'appelle le salar de Uyuni. Ça veut dire que c'est une énorme mine de sel dans laquelle on peut extraire le lithium qui sert pour nos batteries. Produire ça a évidemment un coût important en termes d'environnement, mais ce coût environnemental est aussi lié à la quantité de travail humain qui est nécessaire pour produire ces technologies. Et là, je renvoie effectivement à ce que autant Tariq que Christian avait dit au début, que OpenAI a réactualisé tout un discours de fin du travail. C'est fini. Tout un tas de métiers. Donc, par hasard, c'est les mêmes métiers dans lesquels, finalement, OpenAI a un intérêt économique. OpenAI fait des produits de software, et donc il dit, ah voilà, on va plus utiliser les développeurs de software, va travailler sur la production d'images, oui, on n'aura plus besoin des illustrateurs, va faire de la formation, oui, on n'aura plus besoin des professeurs. C'est évident. Mais surtout, à chaque fois qu'on a un nouveau saut technologique, on remet sur le tapis cette prophétie de 80%, il y a 10 ans c'était 47% des métiers qui vont disparaître à cause de la technologie du jour. Et bien, la triste ou bonne nouvelle, la bonne nouvelle est qu'on n'en est pas là, même si auparavant on avait annoncé qu'à l'horizon 2023, 2030 plutôt, voilà, on aurait vu disparaître 47% des postes de travail, malgré une crise pandémique, une crise géopolitique et une crise climatique. On est dans une situation dans laquelle on travaille aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant et on n'a jamais eu. Oui, et je termine. Et tout simplement, la mauvaise nouvelle liée à cette bonne nouvelle est que ce travail-là ne sera pas, et ça c'est si nous ne faisons pas quelque chose en termes de régulation, ne sera pas un travail encadré et protégé tel qu'il a été, du moins en France, jusqu'à aujourd'hui. Parce que le nouveau poste qui se crée, c'est justement des non-postes de travail, c'est du travail informel ou du travail de plateforme ou du travail payé au lance-pierre ou payé au clic, comme cela arrive aujourd'hui. Juste un dernier mot. Donc, la relation humain-machine, c'est le sujet de mes recherches. Hein. C'est vraiment très important en fait, de comprendre que ces systèmes peuvent nous manipuler. On a des biais cognitifs, hein, par paresse, où on écoute le voisin, on va faire comme la machine va nous le dire. Donc prenez un temps, ce n'est pas un gain de temps, ces machines comme ChatGPT, c'est un gain de temps que si vous savez les utiliser, c'est-à-dire utiliser comme des brouillons, et derrière, mettez toute votre intelligence pour trouver qui a vraiment dit quelque chose, comment ça peut vous aider, et ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus large de tout un tas de sujets, tout en ayant les majeurs qui sont le mainstream, c'est-à-dire les idées les plus racontées partout. Donc si on veut être créatif, il faut être en dehors de ce que raconte cette machine. Pour comprendre tout ça, qui a hacké Garuzia, bientôt la pièce de théâtre coécrite par Laurence de Villers, les prochains livres de Laurence de Villers, le prochain livre d'Antonio Casilli et puis les prochaines aventures entrepreneuriales de Tariq Krim. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous.